Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Mission Midget 3A. On est parti pour une autre semaine à parler un peu de ce qui se passe partout à travers la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. On approche de la pause du temps des fêtes. Il va nous rester 7 épisodes cette semaine et un la semaine prochaine où on mettra la table pour le Challenge Midget 3A qui aura lieu de mercredi prochain à dimanche prochain au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On pourra en reparler vraiment davantage la semaine prochaine, mais tout ça pour dire qu'on approche de cette pause du temps des fêtes qui approche. C'est arrivé vite quand même depuis le début de la saison. On en est déjà à notre 7e épisode, nous et la Ligue qui a commencé ses activités au début du mois de septembre et qui va s'arrêter là, donc d'ici environ une quinzaine de jours pour la pause du temps des fêtes pour environ un mois. Cette semaine, je vous propose... évidemment, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis une semaine dans la Ligue et on parlera également avec l'entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache, Daniel Gauthier. Et je vous propose également une entrevue qu'on va réaliser dans quelques minutes avec le parrain policier, en fait le coordonnateur du programme des parrains policiers de la Ligue, M. Pierre Renaud, qui a un rôle bien particulier et qui est très intéressant à découvrir, coordonne avec tout l'ensemble des autres parrains policiers, des autres équipes de la Ligue, comment qu'on fait le contact un peu avec les joueurs, sur quoi on travaille. Il y a des projets cette année qu'on a travaillé en particulier, des capsules qu'on a réalisées qui sont destinées aux joueurs. Bref, on va pouvoir reparler de tout cela dans quelques minutes avec M. Pierre Renaud. Si on regarde un peu, comme je le fais chaque semaine, ce qui s'est passé dans la dernière semaine, il y avait eu 3 matchs mercredi dernier et ce qu'on avait retenu de ces 3 matchs-là, ça avait été la grosse victoire de Saint-Eustache, justement, contre Laval-Montréal, qui est évidemment en feu depuis quelques semaines. Laval-Montréal qui se promène là, entre le 2e et le 4e ou 5e rang depuis le début de la saison. Laval-Montréal qui a pris sa revanche d'ailleurs dimanche contre Saint-Eustache, encore une fois, avec une autre victoire de 2-1 à domicile, ce qui fait donc que Laval-Montréal est la seule équipe de la Ligue qui est toujours invaincue à domicile depuis le début de la saison. 11 victoires en autant de matchs à domicile. Alors, on peut dire que l'Arena Fleury qui sourit au Royal depuis le début de la saison, ça se passe très bien pour eux là-bas et ils ont donc pu obtenir une victoire dimanche et ils sont présentement là au classement. Voyez-vous, ils sont au 4e rang, donc 3e rang du classement général depuis le début de la saison, Laval-Montréal. Vendredi soir, il y a Châteauguay qui a battu Magog. Évidemment, Magog qu'on surveille depuis le début de la saison parce qu'ils sont au premier rang du classement général. Châteauguay qui l'a emporté dans un duel plutôt offensif de 7-4 vendredi soir. Il y avait eu également une victoire des Vikings du collège Esther Blondin vendredi soir. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça faisait 10 revers de suite pour les Phoenix et qui ont donc mis un terme à cette série de revers qui était la plus longue de leur histoire, à égalité avec une série de revers qu'ils avaient eue en 2006 alors qu'ils jouaient à Crabtree. Leur dernière victoire qui remontait au 20 octobre contre Amos. Alors, les Phoenix qui ont mis un terme à cette série-là en l'emportant 6-3 contre les Albatros du collège Notre-Dame. Une victoire qui a assurément fait du bien pour eux vendredi soir. Outre la victoire de Laval-Montréal, comme je vous parlais, il y a eu 2 grosses victoires de Amos ce week-end également qui étaient à Gatineau pour affronter l'Intrépide, qui a une bonne équipe cette année aussi, l'Intrépide de Gatineau. Et Amos qui, comme on en avait parlé là, lors du premier épisode du podcast, visait cette saison une meilleure année que ce qu'on a vu dans les dernières années. On voulait s'approcher le plus possible de 500. Et on est un petit peu en bas de 500 depuis le début de la saison, mais on a un bon début de saison quand même. 7 victoires depuis le début de l'année, considérant qu'il y a des années où c'est peut-être le nombre de victoires qu'on avait dans toute la saison au complet. 7 victoires, là, on en a déjà 7 à la mi-saison. L'an dernier, on en avait eu 12. Alors, je pense que l'objectif pour eux va être de battre cette marque de 12 victoires obtenue la saison dernière. Ce week-end, des gains de 4-2 et 3-2 contre l'Intrépide à Gatineau de surcroît en plus. Alors, ça a été un excellent week-end pour les Forestiers. Il y a également eu le collège Charlemagne qui a encaissé un revers également ce week-end et qui a maintenant perdu ses 8 derniers matchs. Ce qui nous fait donc qu'au classement général, on a Magog qui est toujours en tête avec 9 points d'avance sur Trois-Rivières qui est maintenant la 2e équipe. Depuis quelques semaines, il y a eu plusieurs équipes qui sont allées au 2e rang du classement général. Trois-Rivières cette semaine, Laval-Montréal l'a été, Châteauguay l'a été également. Cette semaine, ce sont les Estacades qui sont là à 9 points derrière Magog. Laval-Montréal, le Séminaire Saint-François, Jonquière et Lévis suivent derrière, ce qui fait donc, quand on regarde le portrait de tout cela, il y a 4 des 6 premières équipes au classement qui viennent de la section de la Coop fédérée, de la section qui inclut les équipes de la région de Québec et du Saguenay et le Collège Notre-Dame, qui est l'autre équipe qui forme cette section-là. Il y en a 4 équipes dans les 6 premières qui viennent de cette section-là. Il y a juste le Collège Notre-Dame qui ne fait pas partie du top 6 au classement général. Alors, c'est une section qui
Quelques années, parfois, elle est un petit peu moins forte, mais règle générale, c'est souvent la meilleure section de la Ligue. Bien souvent, l'an dernier, il y avait Lévis qui était dans cette section-là, qui était évidemment dominant. Alors, c'est le portrait qu'on a au classement général. Les joueurs de la semaine, cette semaine, Jahim Lagacé du Collège Esther Blondin qui récolte la mention de joueur offensif de la semaine avec 4 buts en 2 matchs. Il a un tour du chapeau, un différentiel de plus 5 cette semaine. Le joueur défensif de la semaine, ça a été Zachary Cardinal, défenseur des Grenadiers de Châteauguay, qui a obtenu 6 aides en 3 matchs, différentiel de plus 2. Il a été la première étoile des matchs de vendredi et dimanche contre Magog et Trois-Rivières. Alors vraiment une belle semaine pour Zachary Cardinal. Un titre qui souvent va à un gardien de but, le joueur défensif de la semaine. Cette semaine, c'est un défenseur qui a été mis de l'avant. Je vous mentionne également le joueur du mois U16, joueur du mois U16 technique qui a été nommé, qui va être nommé en fait aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent mardi. Justin Côté, attaquant des Grenadiers de Châteauguay de 15 ans, qui a eu un excellent mois avec 8 buts et 4 aides pour 12 points en 9 matchs. Il est un désespoir à l'attaque qu'on surveille cette saison. On en avait parlé brièvement en début de saison. C'est une cuvée cette année où on parle de beaucoup de bons défenseurs dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Ce qui est une belle nouvelle en soi quand on considère que c'est pas toujours la position dans les dernières années où on a eu le plus de relève et le plus de profondeur au Québec. Cette année, il y en a beaucoup des bons défenseurs avec en tête de liste Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières, entre autres, un dont on parle depuis le début de la saison. Mais Justin Côté est un des attaquants aussi qui retient l'attention avec, entre autres, Antonin Véraud, attaquant des Vikings de Saint-Eustache, qui évolue d'ailleurs pour Daniel Gauthier, qui est avec nous d'ailleurs au bout du fil, qui est notre premier invité de la semaine. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Daniel, je voulais revenir un peu d'abord sur ton parcours. Tu avais dirigé depuis en fait le mois de janvier l'an dernier, on t'avait nommé, tu avais dirigé 6 matchs de saison régulière l'an dernier, mais cette année, c'était vraiment ta première vraie saison complète avec les Vikings de Saint-Eustache. Parle-moi un peu de comment ça se passe déjà, cette première vraie saison complète pour toi. Ben, ça va bien, ça va bien. Il y a beaucoup de travail, mais c'est plus facile quand on commence la saison que quand on prend ça aux 3/4 de la saison ou au mi-chemin. Mm-hmm. Alors, mais c'est le fun. En même temps qu'on fait du hockey, on a été là-dedans toute notre vie, c'est notre passion. Alors, c'est juste un plaisir de se présenter à l'aréna, travailler avec les jeunes. L'équipe va bien, fait que non, tout va bien pour le moment. Ouais, dans le hockey depuis le début de ta vie, le mot est faible. On va pouvoir s'en parler dans quelques minutes, mais ça fait vraiment plusieurs années que tu gravites à travers tout cela. Avant d'être nommé avec les Vikings de Saint-Eustache, tu as travaillé beaucoup là, avec le Midget Espoir, un peu aussi avec le Bantam 3A, je crois, là, dans les Mille-Îles et dans cette région-là. Tu te sentais prêt maintenant pour le défi qui était les Vikings et le niveau Midget 3? Maintenant, je pense que tu avais fait les étapes pour arriver maintenant à ce niveau-là et être prêt? Oui, exactement. Après ma carrière, on a commencé directement à Midget Espoir, 2 saisons comme adjoint avec Martin Daou. Et tout de suite après, on a fait les 3 dernières saisons et demie en tant qu'entraîneur en chef avec les Seigneurs des Mille-Îles. Et j'ai fait une demi-saison. En même temps que je faisais l'Espoir, je faisais du Bantam 3 adjoint dans la 2 ans. Et puis l'année passée, la chance est arrivée pour que je puisse prendre ça en chef avec les Vikings. Et il n'y a aucun regret, ça va bien. T'en parlais un peu justement en début d'entrevue de cette nouvelle saison qui a commencé, que tu as pu prendre depuis le début. Parle-moi de comment tu as approché ça un peu, ton premier camp à toi. Qu'est-ce que tu voulais faire à ta manière à toi, peut-être un peu que tu n'avais peut-être pas eu la chance de faire l'an dernier en prenant l'équipe au mois de janvier, alors qu'on était proche des séries éliminatoires. C'était peut-être un peu le moment juste de continuer ce qui se faisait à ce moment-là. Mais là, vraiment, cette année, tu as pu mettre ton empreinte à toi sur cette équipe-là. Ben, c'est sûr que, comme tu disais, c'est l'année passée, tu arrives vers la fin de la saison, tu essaies de préparer l'équipe pour les séries. Avec peu de matchs, là, on n'a pas beaucoup changé de choses l'année passée. C'est juste le côté discipline, des choses comme ça qu'on a travaillé vraiment, l'éthique de travail, puis le niveau de compétition de chaque joueur. Cette année, moi, en étant un joueur offensif moi-même, il y a beaucoup, tout le système, tout est fait sur la vitesse, l'offensive, bouger la rondelle rapidement, puis jouer vraiment rapidement les 5 joueurs sur la glace et non seulement juste un joueur qui transporte la rondelle. Fait que tout est vraiment consacré sur l'offensive parce que j'ai comme pour me dire... Plus longtemps que tu as la rondelle, si tu as ton haut pourcentage de la rondelle, tu as plus que 60% du temps à la rondelle, il y a moins de chances à l'autre équipe de marquer. Fait que, c'est vraiment de ce côté-là, jouer rapidement et utiliser notre vitesse.
Oui, puis ça fait du hockey offensif. Les partisans aiment ça aussi dans l'aréna, alors c'est bon ça aussi. Oui, exactement, c'est ça. Parle-moi un peu de comment ça se passe concrètement au classement. Vous avez eu un bon début de saison. Vous avez redescendu un peu depuis quelques semaines. Vous êtes au 9e rang du classement général maintenant. La plupart des entraîneurs à qui je parle me disent souvent comment toute la saison est un processus, comment on veut aller là, petit à petit pour arriver à piquer, si on peut prendre l'expression anglaise, là, vraiment avoir son sommet au bon moment. Toi, sens-tu que ton équipe est sur le bon chemin que tu voulais former? Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça être un peu plus haut dans le classement, mais comme tu dis, c'est la saison, c'est un long marathon. Puis en ce moment, c'est sûr qu'on a eu des belles séquences de victoires. En fait, dernièrement, on connaît un peu d'adversité, mais je pense que les joueurs, ça fait partie de l'apprentissage. On passe à travers des moments un peu plus difficiles. Je dis pas vraiment que c'est difficile, c'est juste un peu plus tough. Puis comme je disais, l'adversité, les gars, on apprend là-dedans. Faut apprendre à jouer les matchs 1-0, les matchs serrés. Et c'est ça que les joueurs, des fois, les joueurs arrivent du Bantam 3, ils ont toutes des excellentes saisons offensives, ils arrivent au Midget 3, ils pensent d'être capables de faire la même affaire, puis là, ils réalisent que le jeu est un peu plus rapide, est un peu plus difficile, puis il y a des ajustements à faire. Mais la ligue est tellement serrée de la première, tu sais, si on prend Magog qui est un peu qui s'est un peu distancé, mais de la deuxième jusqu'à la 12e ou 11e, là. C'est assez serré, tu gagnes un match ou 2 matchs, tu grimpes de 3-4 ans, tu perds 2 matchs, 3 matchs, tu descends à 5. Alors, c'est juste, je pense, en ce moment, nous, là, c'est de se maintenir dans le peloton, dans le milieu, puis d'essayer de piquer au bon moment. Puis c'est ce qu'on essaie de dire aux joueurs, là, tu sais, c'est de l'adversité, c'est le processus, il faut suivre ça, puis il faut être prêt pour le challenge qui s'en vient, puis les séries, là, à la fin de la saison. Tu parlais justement un peu du hockey offensif que tu veux proposer aux gens puis que tu veux avoir dans ton équipe. Tu en as un qui a eu un excellent début de saison offensif. C'est un joueur de 15 ans dont je voulais te parler un peu, Antonin Véro. Il a été le meilleur marqueur du circuit en début de saison. Maintenant, il est pas mal le 2e, 3e. Il se promène dans ces environs-là. Parle-moi un peu du début de saison qu'il a eu, ce joueur-là, et de qu'est-ce qu'il peut être, là, selon toi. C'est un des bons espoirs à l'attaque cette saison parmi les joueurs de 15 ans. Oui, début de saison incroyable, mais c'est vraiment... en dépit de toutes ces choses offensives qu'il a faites depuis le début de la saison, là, c'est un jeune qui se présente à tous les entraînements, à tous les matchs. Il a une belle préparation, il a une belle concentration, il fait les belles choses. C'est un jeune qui est vraiment allumé sur la glace et à l'extérieur. Son IQ hockey est vraiment à un niveau très élevé. C'est un jeune avec une compréhension de la game, là, il est vraiment nous comme entraîneurs, faut être prêts parce que c'est quasiment lui, tu sais, on joue le vendredi puis ou le samedi, puis c'est lui qui regarde les matchs, puis il arrive le lendemain, puis il nous raconte le match qu'il a vu contre les adversaires qu'on va avoir. Fait que c'est un jeune qui est vraiment allumé, mais c'est incroyable ce qu'il a fait depuis le début. Et comme je disais tantôt, tu sais, c'est comme Antonin, il a eu un gros début. Là, il fait face à un peu plus d'adversité, puis il travaille fort pour il joue des bons matchs. Puis il est en train d'apprendre en ce moment que tu sais la game n'est pas juste avec la rondelle. Il y a des situations sans la rondelle, puis il faut s'améliorer. Puis comme joueur, comme individu, comme équipe, fait que ça va bénéficier à tout le monde. Je t'entends me parler un peu tu parles d'Antonin qui regarde les matchs des autres équipes un peu. C'est quand même pas quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est une belle forme de maturité. Ça a dû te surprendre un peu quand même. Moi je t'entends me le dire, puis ça me surprend de la part d'un jeune de 15 ans qu'il ait la vivacité d'esprit, comme on dit, de faire ce genre de choses-là, de se préparer de ce genre de manière-là. Toi, comment tu as vu ça un peu comme coach quand tu as un jeune de 15 ans qui t'arrive avec une préparation d'avant-match pour l'autre équipe? C'est quand même impressionnant parce que ça arrive pas souvent, mais c'est ça, c'est Antonin, il est comme ça, c'est vraiment un jeune discipliné avec, tu sais, comme je disais tantôt à l'extérieur, côté sommeil, côté repos, côté nourriture, côté préparation avant match, il y a sa préparation lui-même, il est très discipliné de ce côté-là. Puis c'est ça, quand il joue contre une équipe, il étudie les défenseurs de l'autre équipe, puis ça lui donne une meilleure idée pour lui quand il a la rondelle dans telle situation. Ça fait de lui un meilleur joueur, c'est certain.
Daniel, je veux revenir un peu avec toi sur ton parcours aussi. Tu as été, il y a plusieurs années, un choix de troisième ronde des Penguins de Pittsburgh. Tu as joué dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec là, dans la deuxième moitié des années 80. Parle-moi un peu des souvenirs que tu as d'abord de ton passage avec la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, comment ça avait lancé ta carrière, puis peut-être à quel point ça a changé aussi la Ligue depuis 30 ans maintenant, les souvenirs que toi tu as quand tu étais joueur de cette Ligue-là. Hey, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait partie de la 85-86, première je pense. édition des Régents, Laval-Laurentides de la Naudière, qui était à Saint-Eustache en 85-86, avec Donald Audette et Éric Desjardins. Puis là, maintenant, j'ai la chance de revenir à Saint-Eustache, être l'entraîneur. Fait que ça fait comme un retour aux sources. Ouais. Puis un joueur comme moi qui était pas le plus rapide, je te dis, c'est bien trop vite aujourd'hui, je serais jamais capable de jouer le 3. Avant, dans le temps, on s'amusait avec nos bâtons à retenir puis à faire l'obstruction ou tu sais de toujours avec les bâtons, l'accrochage, tout ça. Fait que ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a plus. C'est beaucoup basé sur la vitesse, la vitesse d'exécution, tout ça. Fait que de ce côté-là, là, c'est vraiment une grosse différence. Tu as également joué dans la Ligue nationale de hockey. Tu as joué à beaucoup d'autres endroits également. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as touché au rêve que la plupart de ces jeunes-là ont, c'est-à-dire de jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est quelque chose que y a des jeunes qui te parlent un peu de ton parcours à toi? Est-ce qu'ils sont intéressés à savoir un peu qu'est-ce que toi tu as vécu il y a plusieurs années? Parce que tu peux leur apporter un vécu qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'entraîneurs. Il y en a quelques-uns dans la Ligue. Il y en a d'autres qui ont joué dans la Ligue nationale. On a parlé avec Éric Bélanger la semaine dernière. Mais tu es quand même parmi les privilégiés qui ont vraiment touché à ce rêve-là que ces jeunes-là ont et travaillent pour, là? Ben, c'est sûr que mon parcours est un peu différent. Oui, j'ai touché à la Ligue nationale, seulement 5 matchs. Ouais. Mais tu sais, oui, les jeunes posent des questions. Des fois, on jase un peu de comment que c'était puis comment que j'ai vécu ça. Ben, c'est sûr que j'ai pas assez. J'ai connu un peu la Ligue nationale, mais je l'ai pas connu assez. Moi, je me base sur mes expériences de mes 5 années dans la Ligue internationale. J'essaie de montrer aux jeunes les étapes à suivre, que ça sera pas facile. C'est une jungle. Puis c'est rendu dans l'entonnoir. Rendu à ce niveau-là, l'entonnoir est vraiment mince. Puis tous les joueurs rendus à ce niveau-là, ils ont tous du talent, là. Tout le monde a du talent rendu là. Puis c'est qui réussit à passer. C'est pas seulement, c'est pas tout le temps le joueur qui a du talent. C'est celui qui est vraiment discipliné, celui qui travaille, celui qui est intense, qui compétitionne. Il y a toutes des choses à côté d'avoir du talent. Fait que ça fait vraiment une différence. Tu as joué plusieurs années aussi en Europe après la carrière que tu avais eue en Amérique du Nord également. Puis tu as touché un paquet de circuits qui sont différents. J'aimerais ça te demander, c'est quoi l'empreinte que tu aimerais que ces jeunes-là gardent de Daniel Gauthier, de leur passage avec toi? Qu'est-ce que tu essaies de leur véhiculer comme message que tu pourrais te dire? Si ces jeunes-là ont au moins retenu ça dans ce que je leur aurais dit, ça aurait été bon? Écoute, moi, je suis un gars intense, je suis un gars passionné. Et si je réussis à leur donner, à leur prêter ma passion pour les entraînements puis les matchs, juste la passion du hockey c'est un privilège qu'ils ont. C'est pas un acquis de jouer dans le midget 3 ou junior majeur, c'est un privilège. Puis il faut qu'ils soient chanceux. Tu sais, les bonnes choses arrivent à ceux qui travaillent. J'essaie de dire ça à tous les jours. Si tu travailles, les bonnes choses vont arriver. Si tu travailles, les bonnes choses vont arriver. Puis j'essaie de rentrer ça en plus de la passion, puis juste mon enthousiasme de me présenter à l'aréna. Puis je me souviens, j'ai joué jusqu'à 42 ans, puis j'avais des jeunes de 17-18 ans, puis j'avais autant d'enthousiasme que quand j'avais 20 ans, j'ai toujours apprécié la game. Ça me fait penser un peu à l'ancien message que me disait souvent le président de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, Denis Baillarger. Il me disait souvent que le talent pouvait être un don, mais que le succès venait juste avec le travail. Puis je pense que c'est le message un peu que tu peux véhiculer avec ces jeunes-là également. Daniel, en terminant, je voulais te parler du Challenge Midget 3. Tu en as parlé un peu tantôt. Ça arrive la semaine prochaine. Comment tu le vois cette année? Ça va être ton premier à toi comme entraîneur-chef. C'est dans une semaine maintenant. Ça va être une grosse séquence de 5 matchs en 5 jours. Ça fait penser un peu à la Coupe TELUS si on s'y rend jusqu'à la fin. C'est le même genre de séquence. Comment tu le vois avec ton équipe qui arrive la semaine prochaine? Ben, c'est sûr qu'on commence. Il nous reste un match en fin de semaine, fait que c'est sûr que on va se servir de ce match-là en préparation. Mais tu sais, du côté sommeil, du côté repas, on a déjà commencé à en parler aux joueurs. Puis ça va être juste c'est une source de motivation en même temps. Je pense que dans les derniers challenges, les Vikings
n'ont pas été trop loin. Là, fait que, on essaie de se challenger pour aller le plus loin possible. Mais faut y aller match après match, période après période. C'est vraiment des clichés, mais c'est comme ça. Surtout que quand il y a une possibilité de 5 ou 6 matchs en 5 jours, faut y aller comme ça, puis utiliser tous les joueurs disponibles. Alors, ça va être vraiment un beau challenge, ça va être une belle expérience. Oui, puis comme tu en parlais, les équipes sont tellement serrées cette saison. Il n'y a pas une équipe comme Lévis l'an dernier qu'on savait à peu près intouchable ou presque. Ça va être un beau challenge, je pense, cette année. Oui, exactement. C'est un beau challenge, une belle expérience pour tout le monde. Puis c'est comme tu dis, là, tout le monde se présente là. Puis tout le monde a battu tout le monde dans la Ligue cette année. Fait que tout le monde a des chances égales de remporter le challenge. Bien, on verra ça. Je vais te voir la semaine prochaine au Saguenay. Je te souhaite la meilleure des chances avec les Vikings pour le challenge et pour le reste de la saison. On se reparle bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Un gros merci. Au revoir. Salut, bonne journée. Bye. Alors voilà, c'était Daniel Gauthier, entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache, qui en est donc à sa première saison complète avec les Vikings de Saint-Eustache. Il était entré en fonction au mois de janvier l'an dernier et maintenant, c'est sa première vraie saison complète avec les Vikings qui sont, comme je le disais, au 9e rang du classement général. Avant de vous amener un peu avec notre prochain invité, je voulais vous parler également, Daniel en a parlé de son passage dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec qui avait été en 85-86, mais ce week-end, on a beaucoup parlé également de la saison 86-87 de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Pourquoi? Parce que RDS a présenté samedi un documentaire extrêmement intéressant sur la vie de John Paris, qui a dirigé les Riverains du Richelieu lors de la saison 86-87 et qui avait eu à faire face à des épisodes d'intimidation, notamment en raison de la couleur de sa peau. Il dirigeait également Reginald Savage, qui à l'époque avait eu une saison tout à fait incroyable, et ces deux-là avaient eu à faire face à plusieurs embûches, plusieurs difficultés. C'est un documentaire de la série 25 ans d'émotion que personnellement j'adore et que je regarde depuis plusieurs années assidûment. Si vous avez la chance de le voir, ce documentaire-là sur la vie de John Paris, je vous le conseille fortement. Il est sur la zone vidéo d'RDS.ca. C'est 2 reportages de 5 minutes chacun environ, une suite un peu là, avec les 2 reportages. Et ça parle un peu de ce que ces 2 bonhommes-là, John Paris et Reginald Savage également, ont vécu avec les Riverains du Richelieu. C'était à une autre époque un peu de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et ça fait un drôle de hasard qu'on parle de ça, que ce documentaire-là soit arrivé alors que depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a plusieurs épisodes de toutes sortes de racisme dans le hockey qui sortent. Ça fait beaucoup de sujets chauds, comme on dit, mais je pense que pour les gens, si vous avez la chance d'aller le voir, ce documentaire-là sur la zone vidéo, c'est assurément un 10 minutes que vous n'allez pas regretter, je vous le confirme. L'autre chose également que je voulais vous mentionner, que je ne vous avais pas mentionné tantôt avant d'aller parler avec notre deuxième invité, c'est Ève Gascon, gardienne des Phénix du Collège Esther Blondin, qui a eu une belle nouvelle cette semaine. Elle va quitter pour la Slovaquie dans le temps des fêtes du 26 décembre au 2 janvier. Elle va participer au championnat mondial féminin des moins de 18 ans. Elle fait partie de l'équipe canadienne. C'est un tournoi qui va se dérouler à Bratislava en Slovaquie, une ville qui, pour la petite histoire, j'ai été il y a environ 2 ans. C'est un bel endroit, honnêtement. Je pense qu'elle va passer un beau temps des fêtes. J'avais des très bons souvenirs de Bratislava en Slovaquie. Alors, elle va être dans une belle ville de hockey où il fait froid quand même, je sais pas au mois de décembre à quel point il ferait froid ou pas. Moi, je suis allé au mois de novembre puis c'était pas chaud. Mais elle va avoir un temps des fêtes là-bas avec l'équipe canadienne puisqu'elle va être une des 3 gardiennes de l'équipe canadienne. Elle va être avec 2 gardiennes de 17 ans, elle qui en a 16. Donc, ça va être son premier tournoi fédéré là, par l'IIHF. Elle a participé à plusieurs tournois avec l'équipe canadienne, mais c'est la première fois que vraiment elle va participer à un championnat mondial fédéré par l'IIHF. Alors, toutes nos félicitations à Ève Gascon qui poursuit son parcours et qui poursuit les mentions qu'elle reçoit. Elle a un si beau parcours depuis 2 ans. Elle est toujours avec les Phénix du Collège Esther Blondin, mais elle va être aussi une des 5 Québécoises qui va participer à ce tournoi-là dans le temps des fêtes, le championnat mondial des moins de 18 ans féminins. Alors ainsi, je vous amène à vous parler avec l'autre invité que je vous avais parlé en début d'intervention, en début d'émission, M. Pierre Renaud, qui est coordonnateur du système de parrains policiers de la Ligue. C'est un plaisir que j'ai aujourd'hui de m'entretenir avec lui parce qu'il fait beaucoup de choses pour la Ligue depuis plusieurs années, dans l'ombre également, et puis j'ai le bonheur de le recevoir aujourd'hui. Salut Pierre, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, Jasmin. Pierre, j'aimerais ça d'abord te demander un peu de me parler du parcours que tu as, toi, comme ancien policier, parce que tu en es un ancien policier et ce qui t'a amené un peu à travailler maintenant avec la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Oui, bien, tout à fait. Moi, je suis un ancien policier de la Sûreté du Québec. J'ai œuvré 25 ans à titre de policier pour la Sûreté.
Et durant les 10 dernières années de ma carrière de policier, j'étais le coordonnateur provincial du programme d'intervention en milieu scolaire de la Sûreté du Québec. Donc, j'ai voué une bonne partie de ma carrière à la jeunesse comme policier. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis devenu conférencier. Surtout dans le monde du sport, en fait. Et j'œuvrais donc dans les organisations sportives pour rencontrer les jeunes et leur présenter des conférences. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à œuvrer au sein de la Ligue Midget 3A. C'est quoi les buts que vous aviez, peut-être que vous êtes fixés quand vous êtes entré avec la Ligue? Le rôle que vous avez de coordonnateur est un peu vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Vous, quand on vous a proposé le projet, qu'est-ce qui vous a allumé dans ce projet-là d'être le coordonnateur du système de parrains policiers de la Ligue? En fait, le programme des parrains policiers existait déjà depuis nombreuses années, mais il était dû pour être revampé, être mis à jour. Les objectifs de ce programme-là, tout d'abord, on a revu tout le cadre de référence. Donc, les objectifs du programme, c'était important de bien les camper. Et ce qu'on veut, ce que la Ligue veut, là, c'est que les joueurs puissent développer des comportements éthiques, puis puissent aussi évoluer dans un environnement sain et sécuritaire. Donc, moi, ce que je vise là-dedans, je veux faire en sorte qu'on leur évite de devenir soit des suspects ou des victimes lors d'événements qui suscitent des interventions policières. Donc, c'est de transmettre les informations, de sensibiliser des jeunes pour faire en sorte que, à l'intérieur de différentes situations potentiellement à risque, ils puissent adopter prendre les bonnes décisions. Donc, c'est principalement ça. Mais là, c'est beaucoup plus large parce que je travaille avec la Ligue en le sens où je faisais déjà une tournée des 15 équipes pour transmettre une série d'informations aux jeunes lors de mes conférences. Mais là, on est appuyé vraiment des parrains policiers. Ceux-ci jouent un rôle très important là, dans le nouveau cadre de référence du programme des parrains policiers. Puis concrètement, un peu, on parlait de transmettre l'information aux jeunes. Cette saison, vous avez lancé, en fait, la Ligue a lancé en collaboration avec toi là, des capsules que vous avez destinées vraiment pour les jeunes, pour les sensibiliser sur un paquet de sujets. C'est des capsules qui sont plutôt courtes et qu'on a mis sur les réseaux sociaux de la Ligue, notamment pour l'intention des joueurs. Parle-moi un peu de ces capsules-là. Tout à fait. Écoute, en fait, à la fin de la dernière saison, on s'est réunis avec la direction de la Ligue et on a ciblé des thématiques. Des thématiques où c'était important de transmettre l'information pour les jeunes. Par exemple, on a 4 thématiques cette année où il y a 4 capsules de moins de 5 minutes qui sont diffusées. Et tu vois, la première de ces capsules-là qui a été diffusée, c'est celle pour faire en sorte que les jeunes ne deviennent pas, les joueurs ne deviennent pas la victime de la part d'un pédophile. Donc, les informations qui sont transmises à l'intérieur de cette capsule-là, c'est pour les amener à connaître les comportements pédophiles qui sont interdits par la loi. Fait que si jamais ils se retrouvent devant une situation comme ça, ils vont reconnaître la situation et on les amène également à dénoncer de différentes façons. Fait que ça, c'est pas mal la première capsule. La deuxième capsule, elle concerne la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Parce qu'il faut dire qu'au Canada, les adolescents, on peut les traiter différemment que les adultes s'ils commettent une infraction, par exemple. Alors, c'est de leur faire prendre conscience des pouvoirs qu'ont les policiers pour appliquer des mesures extrajudiciaires, mais ça concerne juste une série d'infractions mineures. Donc, dans certains cas, il y a des conséquences qui peuvent être vraiment à long terme pour un jeune, puis se rendre même au début de l'âge adulte. Donc, de connaître les conséquences lorsqu'on commet une infraction à la loi. Donc ça, c'est la deuxième des capsules. La troisième, c'est évite de devenir le suspect lors de l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux ou d'un cellulaire. On veut prévenir la commission d'infractions criminelles chez nos joueurs de la Ligue. Donc, c'est important. Vous savez, ils sont presque nés avec un téléphone cellulaire dans les mains de cette génération-là. Alors, ils se méfient pas des risques de devenir un suspect dans une enquête policière parce que tu commets facilement une infraction
à l'aide d'un cellulaire ou sur les réseaux sociaux. Donc, on les informe à ce niveau-là. Et la 4e des capsules qui va être diffusée cette année, ça va être celle qui porte sur le consentement sexuel. Donc, on sait que les joueurs sont âgés habituellement de 15, 16, 17 ans, exceptionnellement 14, mais c'est important qu'ils sachent c'est quoi l'âge du consentement sexuel. Donc, je leur explique, moi, qu'est-ce que c'est, mais à l'intérieur de la capsule, on va vraiment voir, ils vont apprendre que oui, effectivement, c'est bien 16 ans, mais il y a aussi des exceptions de proximité d'âge qui concernent les 14-15, par exemple. Et, on va voir aussi c'est quoi les conditions relatives au consentement sexuel. Donc, on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans des situations problématiques où ils seraient accusés d'agression sexuelle, par exemple. Donc, on leur donne de l'information. C'est pertinent. On s'adresse à des adolescents. Et ces différentes thématiques-là ont été considérées par la Ligue comme étant pertinentes. Et c'est pour ça qu'on veut aussi que ce soit concis. Donc, des capsules qui durent moins de 5 minutes. Vous me parliez pendant la réponse que vous venez de me donner là, de l'âge de ces jeunes-là un peu, le fait que ce soit des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans. Moi, je me sens proche de ça parce que j'ai 24 ans puis je sais que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, cette période-là. Je sais que c'est une période dans la vie où il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y a un contexte social qui vient faire en sorte là, qu'il y a beaucoup de bouleversements dans une vie. Parlez-moi un peu de la relation que vous avez avec ces jeunes-là quand vous allez les rencontrer. Comment vous faites pour les accrocher vraiment à ce que vous voulez leur parler puis réussir à capter un peu l'attention de ces adolescents-là. Je me souviens, moi, d'en avoir eu des conférences parfois de des policiers qui venaient quand j'étais à l'école il n'y a pas si longtemps que ça, puis c'était difficile parfois de vraiment garder l'attention un peu sur eux. Comment ça se passe pour vous avec ces jeunes-là? Ça se passe assez bien parce que moi, la relation que j'ai avec eux autres est bien différente de la relation que j'avais avec eux quand j'étais policier. Quand j'étais policier, ils vous aimaient moins. C'était d'enquêter, d'identifier qui étaient les suspects et procéder à leur arrestation. Là, je me sers du bagage que j'ai, de connaissances, pour leur transmettre ces informations-là et leur éviter d'avoir des problèmes. Moi, quand je les rencontre, là, je leur expose une série de situations potentiellement à risque, puis je leur dis, vous allez prendre votre décision en bout de piste, ça vous regarde, c'est votre vie. Mais vous allez être en mesure au moins de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus éclairées. Donc, puis moi, je fonctionne avec des mises en situation. Donc, ce sont tous des cas pratiques, inspirés de cas réels dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Et je leur expose ça. Et après ça, on voit l'aspect légal, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qui est interdit, dans quelles conditions. Puis ça se fait pas à sens unique, là. C'est participatif. Ils me posent des questions au fur et à mesure. C'est idéal, hein, parce que je les rencontre, moi, en petits groupes. Donc, chacune des équipes, une à la fois. Donc, je suis très ouvert, là. Et la réception est bonne parce que les jeunes en apprennent, posent des questions, parfois posent des questions qu'ils poseraient peut-être pas devant leurs parents ou devant d'autres personnes, mais ils sont dans un contexte de confiance, puis ça se passe très bien. Vous en avez vu beaucoup de générations de jeunes depuis 30 ans, tant que vous étiez policier, que maintenant, avec le rôle que vous avez, moi, je suis un petit peu avant cette génération-là, celle qui est maintenant. J'aimerais savoir avoir votre opinion sur comment quelle est cette génération-là, selon vous, quand vous les rencontrez, quand vous leur parlez. Est-ce que vous les sentez réceptifs? Beaucoup, vous m'en parliez un peu, là, que justement, le contexte, parfois, fait en sorte qu'ils peuvent plus vous parler. Mais quand vous les comparez, parfois, aux autres générations auxquelles vous avez eu à travailler dans toutes les années de carrière que vous avez eues, qu'est-ce que vous en pensez de cette génération maintenant? Moi, je vois une chose qui est marquante de cette génération-là. Toute l'utilisation des réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 25 ans. Par contre, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de notre quotidien, dans notre société, hein, qui n'est pas abonné sur un réseau social quelconque. Surtout à 15 ans. C'est ça, surtout à 15, 16, 17 ans. Alors, c'est une réalité avec laquelle ils doivent composer et avec laquelle on doit s'adapter. Comme adulte, lorsqu'on intervient auprès d'eux autres, il faut être conscient que ça fait partie de leur vie, puis qu'eux, en plus, comme je disais tantôt, sont presque nés avec ça, hein. Donc, l'utilisation d'un téléphone cellulaire, l'utilisation des différents réseaux sociaux,
Ben, c'est important que tu saches qu'il y a des limites, qu'il y a des limites à ne pas franchir, parce que si tu franchis cette limite-là, ben sache que c'est une infraction criminelle que tu commets. Alors, puis des fois, ils se doutent pas, là. Donc, c'est de l'éducation. En fait, la Ligue mise beaucoup sur l'éducation de nos joueurs pour leur éviter des problèmes, finalement. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est la bonne manière aussi de réussir à le faire. Le côté éducation, c'est ce que je voulais aussi vous demander. Il y en a eu plusieurs sujets chauds dans les dernières années. On a parlé d'inconduite sexuelle dans les dernières années beaucoup. Depuis quelques semaines, comme j'en parlais juste avant que je commence à parler avec vous, il y a eu un côté raciste qui est sorti dans le hockey dans les dernières semaines également. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez aussi avec les jeunes, là, tout ce côté d'intimidation-là un peu qui peut y avoir et dont on parle particulièrement depuis quelques semaines? Ben, on traite pas vraiment. Je vais le traiter avec les entraîneurs parfois avant le début de la saison par rapport aux différents comportements face aux joueurs, donc qui prennent conscience à ce niveau-là. Maintenant, je vais parler d'intimidation avec les joueurs à un autre niveau. L'intimidation qui peut se créer à l'école, par exemple, parce qu'on sait que tous les joueurs de la Ligue Midget 3 sont des étudiants du secondaire. Il y a la loi sur pour prévenir l'intimidation, la violence à l'école. Donc, pour faire en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas ni des victimes, ni des suspects. Hein, on veut pas que nos joueurs se retrouvent, surtout pas des suspects lors d'événements où il pourrait y avoir de l'intimidation ou de la violence à l'école. Donc, je les informe à ce niveau-là, effectivement, sur les conséquences de cette loi-là. Qu'est-ce que c'est de l'intimidation? Quelle forme que ça peut prendre? Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a des sanctions administratives possibles de la part de l'école. Hein? On sait que un adolescent qui est récalcitrant et qui irait au-delà des différents comportements permis à l'école en matière d'intimidation ou de violence, ben ils risquent une suspension, une expulsion même. Donc ouais. c'est de leur faire prendre conscience des conséquences de leur comportement. Alors, mais en fait, c'est jusqu'à présent, on touche du bois, ça va bien, on n'a pas d'événements malheureux qui nous sont rapportés, mais on investit beaucoup en matière de prévention, puis je pense qu'on a là la clé du succès. En terminant, M. Renaud, je voulais vous demander peut-être une question ouverte un peu sur le futur. C'est quoi, selon vous, les grands défis auxquels ce programme-là de parrain policier aura à faire face dans les prochaines années? Selon vous, qu'est-ce qui s'en vient un peu et ce sur quoi vous voulez travailler particulièrement là, pour cette saison et pour les suivantes qui arrivent? Ben, moi, je suis très positif face à ce qui s'en vient parce que, tout d'abord, on a 15 parrains policiers qui sont motivés, qui sont là pour les bonnes raisons. Je travaille avec eux autres. Malheureusement, c'est souvent à distance, mais j'ai eu la chance de les rencontrer lors de la tournée, pour la plupart. Et ce sont des personnes qui... Il y en a plusieurs là-dedans qui font ça à titre bénévole et qui le font pour les bonnes raisons et qui ont un impact positif auprès de nos jeunes parce qu'ils peuvent servir de modèle d'inspiration. Mais en plus de ça, ben ils viennent en quelque part renforcer le message qu'on transmet aux jeunes au niveau des comportements souhaitables, au niveau, bien entendu, des comportements éthiques qu'on souhaite que nos jeunes aient. Et on veut, comme je disais tantôt, on veut qu'ils puissent évoluer dans un environnement qui est sain, qui est sécuritaire. Alors, nos parrains policiers œuvrent à ce titre-là et contribuent à faire en sorte que la Ligue de hockey Midget 3 puisse être une ligue modèle. Alors, moi, je suis très emballé de travailler avec les parrains policiers. Et plus ça va aller, plus on va pouvoir s'inspirer parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de la part des différents parrains policiers. On a des parrains policiers que ça fait déjà 11 ans qui œuvrent à titre de parrain, puis on en a d'autres qui commencent cette année. Alors, on va partager l'expérience de part et d'autre pour grandir ensemble et devenir encore plus performants et avoir donc un impact encore meilleur auprès des gens.
Ben écoutez, M. Renaud, je vous souhaite la meilleure des chances pour ce programme-là. Puis, en mon nom personnel et en celui de la Ligue et des jeunes, merci de prendre le temps que vous prenez avec les jeunes comme ça depuis plusieurs années maintenant. Puis, après votre carrière comme ça, je pense que c'est vraiment apprécié de tous. Puis, ça a été un plaisir de vous parler ce matin. Ben, ça a été un plaisir, Jasmin. Au plaisir. Salut. À la prochaine. Merci beaucoup. OK, au revoir. Alors voilà, c'était Pierre Renaud, coordonnateur du programme de parrain policier de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. C'est extrêmement intéressant de l'entendre sur tous les défis qu'on a à faire face lorsqu'on parle avec des jeunes de 15, 16, 17 ans, comme il le disait, parfois même 14. C'est une génération qui est différente. Il faut savoir comment s'adresser à eux, comment réussir à capter leur attention, ce qui n'est pas nécessairement toujours facile. Alors, merci à lui et félicitations pour le programme qu'ils ont de parrain policier de la Ligue qui fonctionne très bien depuis le début de la saison. Alors voilà, c'est ce qui complète un peu notre épisode de la semaine. Je voulais prendre le temps de remercier M. Daniel Gauthier et encore une fois Pierre Renaud, nos deux invités de la semaine. Remercier Luc Dansereau à la production, au contenu et à l'équipe technique également qui était derrière cet épisode-là. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour un dernier épisode avant la pause des fêtes. Ce sera un épisode où on parlera particulièrement bien sûr du Challenge Midget 3A. Il va commencer mercredi prochain, donc dans 8 jours là, pour ceux qui nous écoutent, ce mardi. Il en reste pas beaucoup, comme je le disais en début d'émission. Alors, on verra ça la semaine prochaine. Et puis moi, ensuite, j'irai faire un tour également au Saguenay pour voir ça, ce Challenge Midget 3A, qui est toujours un bel événement chaque année où il y a beaucoup de gens dans le hockey qui se réunissent. C'est une belle réunion avant le temps des fêtes, comme on dit, pour tous les gens de hockey qui suivent le hockey midget au Québec. Ça va me permettre de faire plusieurs entrevues aussi que je pourrais vous présenter cet hiver lors de la deuxième portion de la saison de notre podcast Mission Midget 3A. Merci beaucoup à tous et bonne semaine.